Alors bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui des nouvelles recommandations concernant les antibiotiques dans le traitement des otites moyennes aiguës. Et je vous rappelle, comme on dit, ça a été rapporté par mes collègues, que les otites moyennes aiguës et les rhinopharyngites sont la première cause de prescription des antibiotiques en Algérie, et ce qui a causé donc une augmentation des résistances. Et malgré que la plupart des collègues savent que 80%, 70-80% des otites de l'enfant guérissent spontanément, puisque l'origine est virale. Rapidement, petit rappel anatomique donc concernant l'anatomie de l'oreille, oreille externe, oreille moyenne et oreille interne. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'oreille moyenne. Et en particulier, donc ce que vous voyez quand vous examinez votre patient, c'est le tympan avec donc un aspect blanc grisâtre, avec des reliefs, le manche du marteau et surtout le triangle lumineux. Alors, particularité anatomique, chez le tout petit, vous avez la trompe auditive, appelée anciennement la trompe d'Eustache, est courte et plus courte et plus horizontale, ce qui favorise le passage direct des sécrétions nasales vers l'oreille moyenne et de ce fait entraîner l'apparition de symptomatologies, notamment d'otite moyenne aiguë. Sur le plan physiopathologique, la plupart des infections des otites moyennes ont comme origine des virus, donc il y a une infection virale rhinopharyngée qui va entraîner donc une inflammation des muqueuses de la voie respiratoire et parfois des muqueuses de l'oreille moyenne et entraîner donc une inflammation, une altération des mouvements mucociliaires. Sur cette donc inflammation va se greffer des bactéries, et qui seront à l'origine donc d'une otite moyenne aiguë. Et au tout début, donc une congestion du tympan, modification des reliefs. À ce stade, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Après, c'est quand donc la surinfection s'installe, c'est-à-dire il y a accumulation de sécrétions donc microbiennes au niveau de l'oreille moyenne, comme vous le voyez sur cette diapo. Donc l'accumulation va entraîner une modification, un gonflement vers l'extérieur donc du tympan et c'est le mucus qui va changer de texture, qui va altérer le mouvement mucociliaire et bloquer donc la trompe auditive. Cette accumulation donc de sécrétions purulentes sera à l'origine donc de la symptomatologie bruyante qu'on voit dans l'otite moyenne aiguë bactérienne. Là aussi, c'est la même chose. Je vous rappelle aussi que deux bactéries essentiellement représentées par l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque sont à l'origine de 30 à 40% des otites moyennes aiguës et que 50% des hémophilus sont résistants aux pénicillines, soit en produisant des bêta-lactamases ou sans production de bêta-lactamases, et que les 3/4 des pneumocoques ont une sensibilité diminuée aux pénicillines. Par contre, d'autres germes sont incriminés comme Moraxella catarrhalis, Streptocoque pyogène et Staphylocoque, mais à un rôle moindre dans les otites moyennes aiguës. Le diagnostic est bien sûr clinique et confirmé à l'autoscopie. Donc là, vous allez voir une modification de la texture du tympan. Bien sûr, idéalement, c'est que l'autoscopie soit faite avec une lumière halogène, donc vous aurez une meilleure vision. Encore mieux, un otendoscope, malheureusement, ça coûte cher et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc l'otite moyenne aiguë va passer par plusieurs stades, notamment donc au tout début donc vous avez le tympan normal. Le premier stade c'est le tympan congestif, le tympan devient rouge, modification un peu de la texture et de la couleur du tympan. Donc stade de collection, le tympan va bomber et on voit donc là comme vous le voyez il y a ce bombement là
Et ce qui est caractéristique, c'est le moment en pie de vache, là qui signe donc la prochaine fistulisation et la sortie du pus qui va donc qui va se manifester donc après par une perforation tympanique et issue de pus. Donc jusqu'au stade de collection et avant le stade de perforation, la symptomatologie sera bruyante, douleur plus ou moins importante, fièvre. Et une fois au stade de perforation, les symptômes seront atténués et nous serons donc en face d'un enfant qui aura une évolution plus satisfaisante. Et ceci s'effectue après quelques jours. Donc, otite moyenne congestive, le plus souvent d'origine virale, donc comme plusieurs effets récapitulatifs, donc avec donc un tympan qui est rougeâtre, d'accord. Alors que l'otite moyenne bactérienne, donc c'est plus le streptocoque pneumoniae et l'hémophilus. Vous suspectez l'hémophilus influenzae surtout quand vous avez une association avec une conjonctivite et une température, donc une fièvre qui n'est pas très importante. Par contre, le pneumocoque sera plutôt suspecté quand vous avez des douleurs très importantes avec une fièvre très élevée. Dans l'aérotoscopie, quand vous voyez, regardez donc le tympan qui est bombé est là, issu depuis à travers donc le tympan, c'est le stade, donc le début du stade de perforation. Diagnostic différencié à ce stade, l'otite flictannulaire, donc c'est la méningite bulleuse, donc où le tympan, il n'y a pas de sécrétion dans la caisse, donc il n'y a pas de pus derrière le tympan, c'est juste donc le tympan qui est modifié. L'otite externe et la ticite, donc c'est la partie supérieure donc du tympan qui est enflammée. Alors, nous passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les indications et les modalités du traitement antibiotique. Et là, donc l'indication des antibiotiques, c'est plutôt dans l'otite moyenne purulente ou au stade de perforation, c'est-à-dire avec issue de pus. Et seront concernés donc deux parties. Vous avez les nourrissons donc de moins de 2 années. Donc les antibiotiques seront prescrits systématiquement chez les nourrissons de moins de 2 ans et chez les enfants de plus de 2 ans. Et en cas d'otite symptomatique, c'est-à-dire otalgie très importante, fièvre très élevée, là les antibiotiques seront systématiquement prescrits. En dehors de ces cas-là, les antibiotiques ne seront pas prescrits dans un premier temps. On préconisera plutôt une surveillance. Donc otite congestive, donc là c'est plus donc pas d'antibiotiques, de même que quand vous suspectez otite séromuqueuse. Alors, quels sont les antibiotiques qui sont prescrits? Donc depuis 2005, on a un peu changé, on a mis en place un protocole tout simple. Nous basons sur les résistances constatées par les différentes études concernant donc les germes les plus fréquemment rencontrés. Comme je vous ai dit, l'hémophilus 50% résistant au pénicilline et le pneumocoque donc trois quarts ont une sensibilité diminuée au pénicilline. Donc là, vous avez l'habitude de prescrire de l'amoxicilline à dose de 50 mg kilo jour, ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais dans le cas de l'otite moyenne aiguë, et comme je dis, nous basons sur les différentes études, nous préconisons dans un premier temps la prescription d'amoxicilline à la dose de 80-90 mg kilo jour, en 2 ou 3 prises. Parfois vous êtes obligé de prescrire, vous passez directement à l'amoxicilline, l'association amoxicilline acide clavulanique quand vous suspectez une hémophilus, surtout en cas d'association avec une conjonctivite. En cas d'allergie aux pénicillines, vous allez prescrire vous pouvez aussi prescrire des céphalosporines de 3e génération, et en cas d'allergie aux bêta-lactamines, des macrolides, notamment le Bactrim, peut être prescrit. Alors, pour ce qui est donc de l'amoxicilline, comme je vous ai dit, la dose recommandée en première intention, c'est 80-90 mg jour. Sur une durée pour les nourrissons de moins de 2 ans, la durée préconisée est de 8 à 10 jours. Plus de 2 ans, 5 jours en général suffisent.
Alors, certaines exceptions, quand vous avez, comme j'ai dit, une otite moyenne purulente avec une conjonctivite, donc vous suspectez l'hémophilus, vous pouvez prescrire d'emblée de l'amoxicilline, l'association amoxicilline acide clavulanique. Quand vous avez donc vous pouvez aussi prescrire des céphalosporines de troisième génération. Pour les enfants de moins de 6 ans et en cas d'allergie au bêta-lactamine, vous pouvez prescrire de l'érythromycine ou du Bactrim. Donc, pour les enfants de plus de 6 ans en cas d'allergie au bêta-lactamine, ce qui peut être prescrit, c'est de la piostasie. Vous serez confronté à une situation, des fois, vous avez affaire à des nourrissons, donc au moins de 2 ans, avec une symptomatologie bruyante et avec des vomissements et surtout quand il y a une rhinopharyngite associée. Donc là, l'impossibilité de donner une voie orale. Des fois, vous serez obligé de passer à la voie intramusculaire et même à l'hospitalisation dans certains cas, heureusement exceptionnels. Alors, organigramme proposé, comme vous le voyez, otite congestive, pas d'antibiotiques, pardon, otite moyenne aiguë purulente. Dans le premier cas, c'est les enfants de plus de 2 ans avec des symptômes peu intenses, donc très peu, donc rhinopharyngite, vous découvrez, vous examinez quelques petites douleurs, vous examinez un tympon qui est un peu rouge. Donc traitement symptomatique, réévaluation au bout de 48-72 heures. Et là, si les symptômes évoluent bien, donc là, vous êtes rassuré, ou s'il y a persistance des symptômes ou aggravation, là, vous passez au deuxième cas. C'est le cas aussi qui est préconisé dans la prise en charge des enfants de moins de 2 ans ou des enfants qui ont des symptômes intenses, notamment une fièvre élevée, des douleurs très importantes. Et là, l'antibiotique sera prescrit d'emblée. Comme on a dit, première intention de l'amoxicilline, 80-90 mg kilo jour. Quand vous suspectez l'hémophilus, c'est-à-dire l'association otite conjonctivite, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique, pardon, ou céphalosporine de troisième génération. Et en cas d'allergie au bêta-lactamine, donc le Bactrim, le cotrimoxazole ou l'érythromycine, donc donne d'assez bons résultats. Alors, jusque-là, si tout se passe bien, vous êtes rassuré, mais des fois, dans 5% des cas, la fièvre persiste ou les pathologies persistent de manière importante. Donc là, un avis spécialisé serait le bienvenu. Et si vous n'avez pas un ORL à côté de vous, éventuellement, vous pouvez passer à ce qui est préconisé, donc une association, donc l'acide clavulanique, amoxicilline acide clavulanique à raison de 80 mg jour. Vous rajoutez de l'amoxicilline, d'accord? Donc vous allez potentialiser, vous allez donner une dose d'amoxicilline beaucoup plus élevée, donc à peu près à 150 mg kilo jour, associée à l'acide clavulanique. Et pendant 8 à 10 jours, comme vous pouvez aussi donner des céphalosporines par voie injectable à raison de 50 mg kilo jour pendant 3 jours, et ceci en cas d'échec ou de persistance des symptômes au-delà de 10 jours. Donc sur ce tableau-là, on a récapitulé un peu donc les quelques médicaments qu'on peut donner. Mais qu'on a expliqué donc depuis tout à l'heure. Voilà. Là, pratiquement, c'est la même chose. Alors, j'insiste un peu sur donc après, donc en cas d'échec ou de persistance des symptômes, vous pouvez donner, comme on a dit, l'association ou potentialisée par l'amoxicilline, mais idéalement c'est d'avoir un avis ORL et éventuellement proposer une parasynthèse et un prélèvement bactériologique du pus d'oreille. Comme ça, vous aurez le germe et l'antibiogramme. Vous pourrez traiter votre patient de manière plus efficace. Alors,
Les antibiotiques en général sont associés à d'autres produits, notamment les antalgiques et les antiépyrétiques. Bien sûr, donc là, vous êtes obligé de lutter contre la fièvre et la douleur. Les gouttes auriculaires antalgiques n'en ont aucun intérêt sauf dans certains otites, au tout début des otites congestives, vous peut être intéressantes, mais plutôt privilégier les gouttes auriculaires antibiotiques, fluoroquinolone, quand vous avez au stade donc d'otite perforée où donc les sécrétions donc purulentes envahissent le conduit auditif externe, et là vous allez donc nettoyer euh, et mettre donc des gouttes auriculaires qui vont agir, qui vont potentialiser donc l'action de la voie orale. La parasynthèse, nous avons donc on arme aussi la parasynthèse dans les formes hyperragiques et chez les nourrissons de moins de 6 mois et en cas d'échec thérapeutique, très intéressant. Donc d'une part, ça permet de soulager le patient et d'effectuer un prélèvement bactériologique et une étude donc au laboratoire. Alors, je passe. Donc là, comme j'ai dit, privilégier donc quand la symptomatologie persiste au-delà de 48 heures ou réapparition au bout de 4 jours après l'arrêt du traitement, la parasynthèse et le changement d'antibiotiques, comme on en a parlé. Alors, si vous commencez par donner de l'amoxicilline, et en cours du traitement, c'est-à-dire 3-4 jours après, vous constatez que les symptômes s'aggravent et les parents viennent et sont affolés. Donc là, ce qui est préconisé, c'est de passer à l'association amoxicilline acide clavulanique ou une céphalosporine de 3e génération. Par contre, si votre patient évolue bien sous amoxicilline, au 8e jour, le patient vient vous voir, plutôt les parents ramènent leur enfant parce que les reprises de la symptomatologie. Là, vous donnez de l'amoxicilline plus de l'acide clavulanique. En général, ça donne de bons résultats. Contre l'apparition des symptômes après, quelques jours après la fin de votre traitement, donc après les 10 jours. Donc, si vous pouvez, idéalement, c'est d'avoir un avis ORL, et surtout si les symptômes sont bruyants, donc la douleur est importante et la fièvre aussi. Donc, une parasynthèse sera indiquée avec un prélèvement et une étude bactériologique. Si vous pouvez toujours donner donc une association à amoxicilline acide clavulanique à 80 mg kg jour, potentialisée par de l'amoxicilline à 70 mg kg jour, ou passer une céphalosporine de 3e génération. Si là, c'est au cas où vous commencez, vous suivez le schéma classique amoxicilline au début, ce qui est préconisé pour lutter contre les résistances. Par contre, si parfois vous recevez des patients qui vous ont envoyé déjà ils ont été mis sous une association d'antibiotiques ou une céphalosporine 3e génération. Et là, les symptômes sont là, parfois encore plus importants. Là, il ne faut pas hésiter à faire une parasynthèse et comme ça, vous allez d'une part améliorer donc la symptomatologie, soulager le patient et lutter efficacement contre l'infection bactérienne avec donc un prélèvement et une étude bactériologique. Voilà, pneumocoque, c'est plus les pénicillines, Haemophilus céphalosporine, 3e génération, préconisée. Alors là, on a juste récapitulé ce qu'on a dit tout à l'heure. Cas particulier chez l'enfant de moins de 3 mois, l'otite moyenne aiguë est exceptionnelle. Est exceptionnelle chez l'enfant chez le nourrisson pardon de moins de 3 mois. Dans tout ça, pourquoi plus souvent on a constaté ces otites chez les jeunes donc les jeunes nourrissons chez qui donc ils n'ont pas bénéficié d'un allaitement maternel des naissances. Donc c'est des enfants, c'est des nourrissons qui malheureusement n'ont pas bénéficié de la protection maternelle. Et là, j'ai dit c'est exceptionnel et les germes aussi sont différents. Dans ce cas-là, c'est plus les anaérobies qui sont incriminés avec un risque élevé de complications infectieuses. Et souvent, donc on arrive à une hospitalisation, donc une parasynthèse, parce qu'il y a un risque de septicémie néonatale.
Et idéalement, surtout si la symptomatologie est bruyante, n'hésitez pas à envoyer votre patient à l'hôpital. Alors chez l'adulte, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que chez l'enfant. C'est le même schéma qui est préconisé, pratiquement aucune différence. Certaines otites qu'on appellera otites problématiques, donc c'est des otites, vous allez recevoir des enfants qui vont vous faire des otites à répétition, euh, qui vont un peu, ils guérissent, ils reviennent, ils guérissent. Là où vous pouvez avoir aussi des otites très lentes, il faut pas aller dans le sens des antibiotiques directement. Donc, il faut plutôt lutter contre les facteurs qui favorisent, sachant que l'origine rhinopharyngée est le plus souvent incriminée. Donc, vous avez traité efficacement des rhinopharyngites, enlever un paquet de végétation qui obstrue le cavum et de règles, lutter contre les facteurs qui favorisent les otites moyennes aiguës, notamment la fumée de cigarettes, donc la pollution. Les enfants qui sont mis donc en crèche très tôt ou qui n'ont pas bénéficié donc d'un allaitement maternel suffisant, là aussi vont faire donc c'est des problèmes d'otite récidivantes. Donc là aussi donc lutter d'abord contre ces phénomènes-là, ensuite passer aux antibiotiques. N'oubliez pas que ces otites moyennes aiguës peuvent se compliquer donc de mastoïdite, de complications intracrâniennes, de labyrinthite, de vertige, donc de complications d'ostéomyélite de la base du crâne. C'est pour ça que une bonne antibiothérapie adaptée et donc conduit à un bon résultat et assure donc une vie sereine aux patients. Voilà, en conclusion, ça a été déjà dit, la prévention, donc la vaccination anti-pneumococcique a contribué énormément à diminuer les résistances aux antibiotiques. L'éviction des facteurs exogènes dont on vient de citer quelques-uns, permet d'éviter un grand nombre d'otites moyennes aiguës. Éviter les antibiotiques dans les otites congestives. N'hésitez pas à donner une antibiothérapie en cas d'otite moyenne purulente. Commencez par de l'amoxicilline, ça donne de bons résultats. Évitez de commencer par des associations puissantes puisque des fois, vous êtes confronté à la persistance ou l'aggravation des symptômes et là, vous n'aurez pas d'armes à votre disposition. Bien sûr, un avis ORL est toujours le bienvenu dans les cas difficiles, dans les cas rebelles au traitement. Là, une parasynthèse avec un prélèvement bactériologique est indiquée. Voilà, je vous remercie et nous passons aux questions. Ah, alors, je réponds par écrit. Ok. Alors, est-ce que comment expliquer l'otite moyenne aiguë chez le nourrisson de moins de 3 mois? On vient de le dire, hein. On vient de le dire. C'est les enfants qui, comme vous le savez, jusqu'à l'âge de 3 mois, le nourrisson est sous la protection des IgG, IgA maternels et ces immunoglobulines diminuent au fur et à mesure. L'allaitement maternel contribue à protéger votre enfant. Si vous supprimez l'allaitement maternel très tôt et si malheureusement on est dans une on suit un peu la modernité. Maintenant, pratiquement toutes les mamans travaillent. Donc, au bout de 3 mois, même plus tôt, des fois, les mamans sont obligées de réintégrer leur poste de travail.
et c'est un enfant, c'est un nourrisson qui va aller chez la nourrice. Donc on va le sortir très tôt. La nourrice, c'est pas une condition que chez vous. Vous maîtrisez pas tous les paramètres. Elle a des enfants et c'est là où donc il y a une symptomatologie rhinosinusienne, plutôt donc rhinopharyngite et qui se complique rapidement d'otite moyenne aiguë. Dose de Bactrim, donc biostacine, là aussi, la dose de Bactrim, donc là, ça dépend de. Alors, est-ce que les sérodoxine est disponible dans les pharmacies? Là, vous me posez une question que je ne pourrais pas vous répondre puisque je suis pas un pharmacien. Donc, vous prescrivez. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, concernant la question, attendez, ça va un peu vite, c'est un peu vite ou point paramètre, comment expliquer? Voilà. La dose de pyostacine, nous l'avons mis donc sur une diapo. Alors, attendez, laissez-moi vous récapituler. La pyostacine, c'est 50 mg kg en 2 prises pour une durée de 5 jours, alors que le Bactrim, c'est 30 mg kg pendant 8 à 10 jours, en fonction si c'est moins de 2 ans ou plus de 5 jours, plus de 2 ans. Alors, pour ce qui est est-ce qu'un lavage? Non, 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 non. On fait pas de lavage. Pas de lavage, pas de lavage. Aucune indication du lavage, vous allez faire des bêtises. D'accord? Vous allez, déjà que votre enfant a très mal, vous êtes sur un tampon qui est modifié et vous risquez de créer des dégâts, Donc, aucun lavage n'est indiqué. Vous pouvez nettoyer pour quand malheureusement des fois vous faites votre otoscopie et il y a un petit bouchon. Là vous devez nettoyer plutôt avec un porte-coton ou un aspirateur plutôt, mais jamais faire de lavage. Alors est-ce que lavage possède, j'ai pas compris, d'associer. Oui, oui, ce qui est alors associé de l'augmentin d'amoxicilline, c'est ce qui est préconisé actuellement quand vous avez un échec, c'est-à-dire on part, comme j'ai dit, surtout le pneumocoque, 3/4 ont une sensibilité diminuée à l'amoxicilline. Du coup, vous êtes obligé d'augmenter les doses d'amoxicilline. Comme vous le savez, la dose d'amoxicilline dans l'augmentin est de 70 mg. Vous rajoutez 80 mg d'amoxicilline, donc vous aurez une dose totale de 150 mg kg associée de l'acide clavulanique. Quand le tympan est masqué par des sécrétions purulentes, que doit-on faire? On nettoie avec un porte-coton ou encore mieux avec un aspirateur. C'est là où, parce que n'oubliez pas que quand votre enfant vient vous voir avec des otalgies et qu'il a des sécrétions purulentes, là aussi il y a un diagnostic différentiel avec l'otite externe, où le tampon est normal, c'est plus l'infection est située au niveau du conductif externe et surtout les corps étrangers, au niveau de l'oreille qui se surinfectent. Et là, ça sert à rien de donner juste des antibiotiques si vous n'enlevez pas le corps étranger. Donc, tout l'intérêt de nettoyer prudemment votre conduit et encore mieux d'aspirer les sécrétions. Comme ça, vous pourrez accéder à votre tympan et voir, en cas d'otite moyenne perforée, donc voir la perforation tympanique. C'est ce qui est recommandé. Alors, pour ce qui est des autres messages, en cas de lésion blanchâtre, est-ce le champignon ou quoi, ou c'est quoi le traitement? Alors, lésion blanchâtre. Lésion blanchâtre, quand vous parlez donc de dépôt blanchâtre, dépôt blanchâtre et sécrétion blanchâtre, c'est deux choses complètement différentes.
Quand vous avez affaire à un champignon, donc vous pouvez avoir des sécrétions blanchâtres, mais vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas de douleur, vous avez plutôt des démangeaisons intenses. Là, si vous voulez faire le diagnostic, vous faites un prélèvement et vous allez, oui, qui va revenir en Candida albicans, donc c'est les sécrétions blanchâtres. Vous pouvez avoir aussi des dépôts blanchâtres en rapport avec un dépôt de peau morte dans le niveau du conduit. D'accord? Et là, juste un nettoyage, donc un nettoyage avec un porte-coton suffit. Alors, dose pour pour l'enfant, c'est otite moyenne aiguë. Donc, on l'a dit chez, donc sur l'organigramme qu'on a mis. Donc, l'enfant de plus de 6 ans et moins de 6 ans. Là aussi, c'est toujours vous respectez, donc en fonction du poids, bien sûr, 80-90 mg kilo jour, vous pesez votre enfant et vous voyez, vous pouvez avoir des enfants qui très jeunes mais qui sont à la limite de l'obésité, quand vous pouvez avoir des enfants de 10 ans qui pèsent 20 kilos, hein, donc c'est des maigrichons. Là, on revient toujours à la dose initiale préconisée, pardon. Otite séromuqueuse, durée des corticoïdes par voie systémique au début et après l'épisode. Otite séromuqueuse, là, on change un peu, on est sorti un peu de l'otite moyenne aiguë. Durée des corticoïdes. Les corticoïdes, donc, pourquoi par voie systémique? Pour voir, vous voulez dire. En général, quand vous avez une otite séromuqueuse, donc vous donnez 1 milligramme kilo au jour. Donc pendant nous ORL en général, nous dès qu'on constate la présence d'une otite séromuqueuse, on commence par un traitement corticoïde. Donc 1 milligramme kilo au jour pendant 6 à 8 jours et non pas 3 jours comme le font beaucoup de nos confrères. 6 à 8 jours est la durée idéale pour lutter contre les sécrétions derrière dans la caisse, donc dans l'oreille moyenne. Et il faut les mettre dès le début. Dès le début, ça sert à rien d'attendre. Quand, quand vous avez une otite séromuqueuse, hein, d'accord? Quand vous avez une otite moyenne aiguë, les anti-inflammatoires seront toujours intéressants. Donc, ils n'ont pas d'action directe. Donc, ils vont lutter contre l'inflammation. Donc, ils ont un but. Donc, ils vont potentialiser l'action des antalgiques. Donc, déjà, vous aurez ça va diminuer les symptômes, assécher les sécrétions et potentialiser l'action des antibiotiques. Alors, pourquoi essentiellement les anaérobies chez les enfants de moins de 3 mois? Là, c'est des études. C'est ce qui a été constaté donc dans plusieurs études où les enfants de moins de 3 mois, comme je vous ai dit, le plus souvent sont hospitalisés. Où on fait une parasynthèse et prélèvement et qu'on a constaté que souvent c'est des anaérobies et ces anaérobies malheureusement peuvent causer donc des complications très importantes. C'est pour ça que donc un enfant un nourrisson de 3 mois surtout s'il présente des symptômes importants, une fièvre très élevée, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresser aux urgences, éventuellement faire une parasynthèse, un prélèvement bactérien. Si tympan perforé, on maintient l'antibiothérapie ou on associe avec corticothérapie. Si le tympan était perforé, là les symptômes, donc vous allez constater immédiatement que votre enfant se portera mieux. La fièvre va chuter de manière spectaculaire.
Mais, je vous dis, nous préconisons le maintien de l'antibiothérapie. La corticothérapie, en général, ne sera, en général, vous pourrez arrêter la corticothérapie parce que là, en général, la perforation tympanique survient le cinquième, sixième jour et vous avez déjà commencé les corticoïdes au début. Donc là, au stade de perforation, privilégiez plutôt le traitement local des gouttes auriculaires et ça permettra donc d'accélérer la guérison. L'utilisation de l'oxygéné est-il possible dans l'otite moyenne aiguë avec tympan perforé? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème pour l'oxygéné. L'oxygéné, c'est un désinfectant, c'est pas un antibiotique, donc il ne donne pas parce que le problème des perforations tympaniques, c'est l'utilisation d'antibiotiques qui sont autotoxiques, donc ils vont donner une destruction du labyrinthe et de la cochlée. Et c'est là pour faites attention quand vous donnez des gouttes auriculaires surtout antibiotiques, ne donnez pas. Donc, vérifiez d'abord si votre tympan n'est pas perforé pour choisir les bonnes gouttes auriculaires. Quel est le traitement de l'otite congestive? L'otite congestive, là, en général, des anti-inflammatoires, des infections, puisque l'origine rhinosinusienne est virale. En général, des anti-inflammatoires, des infections nasales. Vous pouvez mettre des gouttes ontalgiques, même des gouttes auriculaires, puisque le plus souvent, ces gouttes auriculaires font une association antibiotique, corticoïde et antimycosique, donc vont accélérer. Au bout de 4-5 jours, vous aurez une accélération, donc une guérison très rapidement, bien sûr. Quel anti-inflammatoire pour l'oreille? Les anti-inflammatoires classiques peuvent faire l'affaire. Mais le plus souvent, quand vous avez un enfant, le plus souvent, vous donnez des corticoïdes et ça passe en général. Voilà, l'otite congestive. L'otite congestive, on vient de répondre. Alors, quelle goutte auriculaire on a pris? Alors, la place des corticoïdes par voie orale, on a répondu. La place, alors, 6-8 jours de corticoïdes suffisent en général. En général, c'est suffisant. S'il vous plaît, comment peut-on faire la différence entre eczéma et champignon, sachant que le prurite existe dans les deux cas? Alors, quand il y a eczéma, il y a des sécrétions, il y a un suintement. C'est un suintement qui est transparent, le plus souvent transparent, ou qui se surinfecte parfois. Donc, ça devient soit c'est transparent, soit ça devient jaunâtre. Par contre, dans le champignon, vous avez deux cas. Soit les sécrétions sont blanchâtres, vous pensez au Candida albicans, soit vous avez des sécrétions blanchâtres avec des traces, des points noirâtres. Et là, vous suspectez l'Aspergillus fumigatus. Est-ce que vous pouvez initier à pratiquer la parasynthèse dans les services pour médecins généralistes? Bonne question. Pratiquer une parasynthèse nécessite des moyens que on voudrait bien. Nous aurons besoin d'un microscope en général le microscope en général vous le trouvez à l'hôpital, hein, vous le trouvez à l'hôpital ou dans des cliniques privées dans un cabinet de généraliste ou de pédiatre. En général, vous n'avez pas ce genre de matériel et il coûte horriblement cher. Et du coup, ce serait bien de l'apprendre. On vous invite à venir assister, bien connaître la technique pour ne pas se tromper, parce que la parasynthèse se fait dans un cadran bien particulier. Vous vous trompez de cadran, vous pouvez faire des dégâts. Et en général, ça fait partie de l'enseignement qui est prodigué aux futurs médecins. Traitement local contre-indiqué en cas d'otite moyenne aiguë? Non, le traitement local n'est pas contre-indiqué. Au contraire, il aide à lutter contre. Je vous ai dit donc la désinfection. Il ne va pas rajouter au stade
de congestion, il va lutter un peu contre les phénomènes inflammatoires, mais plutôt les otites, les gouttes auriculaires antibiotiques seront plus indiquées au stade d'otite perforée avec des sécrétions. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication, hein, pas de contre-indication. Est-ce que les macrolides ont une place dans les otites moyennes aiguës? Oui, oui, on l'a dit, l'érythromycine. Donc l'érythromycine, fait partie des armes thérapeutiques qu'on peut utiliser. Le Bactrim aussi. Vous avez une allergie au bêta-lactamine. Les corticoïdes, chez les drépano, quelle alternative est-il nécessaire? On a dit les corticoïdes ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas obligatoires, ils sont là pour d'une part accélérer lutter contre l'inflammation, mais vous pouvez avoir l'effet donc une bonne antibiothérapie et un traitement, une désinfection rhinopharyngée en général dans de bons résultats. Les corticoïdes aident à lutter contre la fièvre, contre la douleur. Et là, si en général au bout de 48 heures, une bonne antibiothérapie fait céder les symptômes. Aux gouttes auriculaires perforées, vous avez malheureusement ce qui est sur le marché. Vous avez l'autocine ou son générique. C'est les seules gouttes qui sont disponibles sur le marché à raison d'un bain d'oreille 2 fois par jour. L'extensiline avec angine, otite avec angine à répétition. L'extensiline, oui, l'extensiline, on peut la donner dans les angines à répétition, mais l'extensiline reste un antibiotique, une arme thérapeutique, mais ce n'est pas vraiment ça qui vous pouvez faire une angine sur extensiline. Et vous pouvez faire une otite, il n'y a pas de problème. Mais sachant que l'extensiline a un spectre qui ne dépasse pas les 50% par rapport à l'amoxicilline ou l'association amoxicilline-acétaminomique. Alors, comment traiter en cas d'eczéma? En cas d'eczéma, oui, on revient à l'eczéma. La question, comment traiter en cas d'eczéma ou de champignon? Le traitement de l'eczéma est différent. Donc là, c'est pas les antibiotiques que vous donnez. Donc vous allez lutter contre. Vous pouvez donner de la bétaméthasone qui donnera d'excellents résultats immédiatement, et surtout lutter contre le prurite, parce que c'est le prurite qui entraîne donc un cercle vicieux. Donc vous allez donner des antihistaminiques. Mais pour le champignon, vous allez donner du Pévaril en général sur 3 semaines à 1 mois. Ça donne de très bons résultats. Généralement, on n'a pas d'aspirateur ni d'autoscope adapté aux nourrissons. Est-ce que dans le cas, on donne traitement d'emblée avec écoulement? Oui. Vous n'allez pas laisser, vous recevez un patient, un nourrisson, un jeune enfant ou même un adulte, et des fois vous n'avez pas d'autoscope, vous êtes embêté. Alors l'aspirateur, des fois, vous n'en avez pas du tout. Vous êtes embêté et vous n'avez pas laissé l'enfant au nourrisson comme ça. Donc vous donnez comme on l'a dit, un traitement probabiliste. Vous commencez par de l'amoxicilline, d'accord? Donc l'amoxicilline est un traitement local et en général, et vous revoyez votre patient au bout de 48-72 heures. Alors, la présence des c'est fait par. Je vous ai dit en l'absence d'autoscope, je vous ai dit la présence de pus dans le conduit auditif externe ne signifie pas otite moyenne aiguë. Les diagnostics différentiels, vous devez les rechercher. Vous devez chercher la présence d'un corps étranger ou une otite externe qui peuvent donner donc des sécrétions au niveau du conduit auditif externe. Alors, j'arrive plus à descendre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup.